bien, nous revoilà pour parler de la stop motion. Alors, c'était un sujet qu'on avait vraiment envie d'aborder, qu'on s'était dit qu'il ferait l'objet d'une table ronde en 2020. Et la crise sanitaire ne fait que renforcer l'idée qu'on a bien eu raison, puisque si l'animation a globalement bien résisté à cette crise sanitaire, c'est vrai que l'animation en volume ou la stop motion a eu un petit peu plus de mal, mais ça, on va avoir l'occasion d'en reparler avec tous nos invités, nos 4 invités. Donc, c'est vrai que c'est un art, on va dire, qui est né en même temps que le cinéma à peu près, puisque Georges Méliès l'utilisait, et il semblerait qu'elle ait ouvert la voie aussi à la 3D. Moi, j'ai des souvenirs très forts de la stop motion depuis très longtemps, mais si on parle que ces dernières années, je pense à Wallace et Gromit, de Nick Park, à Mary and Max d'Adam Elliott, à Lettres de fin, par exemple, d'Augusto Zanovello, à ce magnifique gâteau là, d'Emma de Sweff et Mark John Schwartz, qui a sans doute été un des plus grands souvenirs de stop motion là, de ces tout derniers mois, enfin, ça commence à faire un petit peu maintenant, mais ces dernières années, on va dire. Voilà, donc je suis un peu une inconditionnelle, et notamment depuis ma rencontre avec le docteur Matthews et l'infirmière Cathy, ce sont les héros d'une série formidable qui s'appelle Hôpital Hilltop, qui était produite par un certain Patrick Evenot. Voilà. Donc, Hôpital Hilltop, c'est une sorte c'est entre Urgence et la clinique de la Forêt-Noire, mais chez les animaux. C'était vraiment super, et c'est sur les plateaux de tournage donc des studios Folimage à Valence. C'est toujours un grand souvenir pour moi. Donc, dans les années 90, notamment avec l'arrivée au cinéma de L'étrange Noël de Monsieur Jack, la stop motion a connu un renouveau. Et elle a même était sous les feux de l'actualité là très très récemment, parce qu'elle a créé un peu le scandale au Danemark avec la diffusion sur le service public d'une série qui s'appelle John Dillermand, autrement dit donc Ziziman. C'est une série jeunesse qui a un peu mis en émoi tout le royaume, enfin, il y a un papier dans Le Monde si vous voulez aller voir. Voilà, ça a été vraiment assez scandaleux. Aujourd'hui, on est là pour se demander comment, d'une part, on acquiert ce que Xavier Kawatopor et Philippe Moins appellent dans leur livre Stop Motion, qui est sorti il y a quelques semaines, l'art d'opérer devant la caméra. Et puis, on se posera aussi la question de savoir si aujourd'hui, il est opportun de former des nouvelles personnes à cet art, sachant que malgré le renouveau dont je parlais tout à l'heure, les productions en stop motion sont quand même assez minoritaires par rapport à un volume global d'animation produite aujourd'hui. Voilà, donc je crois que j'ai assez parlé. Il y a un certain nombre de projets, notamment de longs métrages. Alors évidemment, les 2 longs métrages qui sont en cours chez Foliascope, on en parlera avec Ilan tout à l'heure, qui est un de nos invités. Mais malgré ça, voilà, est-ce qu'il faut encore former des gens à la stop motion ? Alors, pour répondre à toutes ces questions, j'ai déjà avec moi sur le plateau Annelise Keller. Bonjour Annelise, merci d'être avec nous. Tu es venue un peu en voisine ? Oui. Ouais, on peut le dire, hein, oui. Puisque donc tu es chargée de l'option stop motion à l'EMCA, c'est ça, à l'école des métiers du cinéma d'animation ici à Angoulême, qui est juste à côté de l'endroit où nous sommes aujourd'hui. Et tu es auteure-réalisatrice. Oui. Notamment, tu as créé la série en volume Bonjour le Monde, c'est ça, qui a été produite par Normal Animation, oui. ici à Angoulême déjà. Angoulême, voilà. Oui. À distance, déjà depuis la Bretagne, donc Roland Decodin. Bonjour Roland, directeur des Beaux-Arts de Lorient, et qui était un des partenaires à l'origine de la formation Start Motion, alors qui est une formation non pas initiale comme à l'EMCA, mais donc une formation pour des professionnels qui souhaitent travailler en stop motion. Et puis depuis la Drôme, donc on a Ilan Urose, le président de Foliascope, donc qui produit, je le disais tout à l'heure, actuellement 2 longs métrages en stop motion, Interdit aux chiens et aux Italiens, le nouveau film du césarisé Alain Huguetto, et The Inventor, qui est un projet européano-américain qui sera réalisé par Jim Copabianco, mais tu nous en diras plus tout à l'heure. Et puis à côté de lui, Marjolaine Parot, qui est animatrice stop motion depuis quelques années, notamment sur Hôpital Hilltop.
et qui a travaillé aussi sur Frankenweenie, Tim Burton ou L'île aux chiens de Wes Anderson et qui est actuellement chef anime sur le film d'Alain Huguetto. Voilà. Donc merci déjà à tous les 4 d'être avec nous, soit à distance, soit sur le plateau. Pour commencer, Anne-Lise, est-ce que tu veux bien nous dire, toi, comment tu es arrivée à la stop motion, s'il te plaît? Oui, ben moi à la base, je suis déjà un peu arrivée au cinéma d'animation par hasard parce que je voulais être peintre et sculpteur. Oui, oui. Et puis, après les Beaux-Arts de Paris, j'ai fait la formation à l'école des Gobelins d'animation. Mais là, c'était vraiment du dessin en 2D. D'accord. Et puis, quand même, j'avais fait pour un générique d'Annecy, comme je faisais de la sculpture en papier, on m'avait demandé de faire un oiseau, une marionnette d'oiseau en papier qui pouvait voler. C'est ce que l'on voit. Donc voilà, c'est ma première marionnette en stop motion. Okay. Et puis, ben, c'était assez rudimentaire, mais ça marchait. Ça marchait quand même. Ça volait quand même. Ça faisait tout. Ça faisait le boulot, même si c'était retenu par des câbles partout en nylon, parce que les ailes pesaient. C'était lourd, très lourd. Ça a l'air. C'était très lourd. C'est du papier. C'était très gros, c'était très lourd. C'était en papier, en métal. J'avais soudé mes rotules. Mais voilà, j'avais fait toutes les plumes, une par une, qui étaient en laiton. J'avais mis du fil de laiton dedans pour que ça puisse... recouvert de papier. Recouvert de papier, okay. Donc ça pesait extrêmement lourd. Et puis après, je me suis dit, après cette expérience, que vraiment le stop motion me plaisait, mais que c'était compliqué. Et puis surtout, au moment où je l'ai fait, c'était d'autant plus compliqué que c'était une époque où l'informatique n'existait pas encore bien et qu'elle nous a quand même énormément facilité la tâche. Transformer votre vie en stop motion. Donc après, moi, je suis passée sur autre chose. J'ai accompagné Michel Oslo sur Kirikou. D'accord. Voilà, à Angoulême aussi. Et puis Azur et Asmar aussi après. Donc, je m'occupais des décors, des couleurs, des mosaïques et des... Voilà, des animaux aussi, toujours, avec mes sculptures en papier. D'accord. Et puis, après avoir travaillé sur ces films, j'ai eu envie de faire vraiment mes films à moi. Et donc, Bonjour le monde, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et de parler d'animaux, de biodiversité. Et quand j'en ai parlé à Eric Serre, qui est mon camarade que j'ai rencontré au Gobelin, avec qui je travaille tout le temps, il m'a dit d'accord, mais on le fait en stop motion, parce qu'il faut que ça ressemble à l'esthétique de tes sculptures. C'était pas forcément ce que tu avais eu en tête, toi? Non, moi je m'étais dit, on va faire un truc rapide, pas cher. Eh ben, c'est tout à fait ça. Et il m'a dit non, il faut absolument le faire en stop-mo. Alors je lui ai dit, bon, si tu es assez fou, on y va. Et puis, et on est parti. Et c'est vrai que là, en fait, l'expérience que j'avais eue quand même, ma première expérience de marionnette en stop-motion m'avait servi. Parce que quand j'ai refait des marionnettes avec mon équipe de Bonjour le Monde, en fait, je suis repartie quand même sur les mêmes bases. D'accord. Et puis, bien sûr, on a amélioré, on a perfectionné, on a enlevé tous les problèmes qu'il y avait avec cette première marionnette. D'accord. Et donc, voilà, ça c'est des images des marionnettes qu'on a faites sur Bonjour le Monde. Et quand Jean-Christophe m'a demandé de m'occuper de cette formation là, à l'EMCA, ça m'a plu beaucoup parce que les étudiants de... Jean-Christophe Boulard, qui est le directeur de l'EMCA. Oui, qui est le directeur de l'EMCA. Moi, j'avais travaillé là sur Bonjour le Monde avec beaucoup d'anciens étudiants de l'EMCA qui avaient fait la formation stop motion à l'EMCA. Et ça a été vraiment très agréable de travailler avec eux. Oui, Eric. Voilà, on voit Eric. Parce que ils ont une formation d'artiste, de réalisateur, et avec une espèce de souplesse, une personnalité dans le travail, et puis un grand savoir technique aussi. Donc, c'était un peu l'angle qui me plaisait dans cette école. Donc, pas spécialement formée à la technique,
Voilà, parce qu'on n'est pas... je pense qu'il y a des formations qui sont plus pointues, comme celle de Start Motion, qui est vraiment bien pour ça, mais permettre à des artistes d'avoir une formation complète quand ils abordent l'animation, de comprendre un peu voilà, comment ça marche une marionnette, quel poids elle doit peser, pourquoi on doit faire attention à ne pas la faire trop grande, ni trop petite, ni trop lourde, plein de questions comme ça. Donc on a débuté cette formation cette année avec Delphine Burrus. Il y a quelques semaines. Oui, il y a quelques semaines avec... Dans des conditions un peu particulières. Oui, bien sûr. Mais avec beaucoup d'enthousiasme. Ah, super. Et on a été vraiment étonnés par ce que les étudiants ont fait. Voilà, c'était en une semaine de fabrication, une semaine de tournage. Donc vraiment une initiation avec des groupes de 4 étudiants. Et ils se sont vraiment pris au jeu. Là, on a vu même les étudiants du début qui nous ont dit « Oui, moi, la stop motion, c'est pas vraiment mon truc. » Et en fait... On les a vus complètement mordus, quoi, au fur et à mesure. Alors, ce qu'on essaye de transmettre, c'est des techniques qui sont malgré tout simples, mais si on les a jamais abordées, eh ben, on ne va pas avoir l'idée de le faire. La couture, les armatures, le travail de sculpture du bois, du balsa, les armatures métal, l'utilisation de la mousse, plein de... En fait, il y a énormément... on peut tout animer en stop motion? Tout animé, oui. Il n'y a pas d'interdit. Hein. Et d'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas en avoir. Il faut juste avoir, je pense, mis les mains dans le cambouis et se rendre compte de ce que c'est, avec forcément une petite aide, un petit encadrement pour ne pas réinventer la roue tout le temps, quoi. Et donc, on a fait aussi, ce qui était vraiment fabuleux avec eux, c'est de leur faire démarrer le travail de stop motion, de fabrication de marionnettes, de décors, en les plaçant le plus possible devant la caméra dès le départ, et qui se rendent compte de l'image que ça composait. Et puis, Fabrice Richard est arrivé, Fabrice Richard qui est un grand chef opérateur, et une fois qu'il a éclairé les décors, les marionnettes, alors là, on a vu les étudiants qui tombaient vraiment amoureux de leur projet. Là, ils étaient vraiment à fond. Et donc, ils ont eu une semaine pour animer. Ces D'accord, donc en fait, projets. En une semaine, en 2 semaines. En 2 semaines, voilà. En 2 semaines, ils ont réussi à faire quelque chose qui est une œuvre. Voilà, une œuvre qui marche, hein, qui fonctionne, qui s'anime. Alors, c'est pas parfait, mais il y a quand même des qualités, des qualités d'animation qui, je pense, vont vraiment les aider, eux, dans leur parcours artistique. C'est ça, ce que tu disais, si jamais ils ont un projet, ils pourront se dire qu'ils peuvent le faire en stop motion. Ils ne seront pas freinés parce qu'ils ont commencé ils l'ont déjà fait. Oui, moi l'impression que j'ai eue, c'est qu'on hésitait aussi à faire des projets en stop motion parce qu'on ne savait pas très bien quels enjeux ça impliquait. Et que si on... Donc... Ça paraît être un travail de titan. Hein. Oui, ça paraît, mais c'est un travail de titan peut-être. L'animation, c'est... Tout le monde nous le confirmera, mais quand même. Mais c'est un travail de titan. Oui, de toute manière. Oui. Mais voilà, en fait, l'idée qu'on s'est dit, on était d'accord avec ça, avec Jean-Christophe, c'est qu'après, ces réalisateurs, c'est eux qui vont créer les films de demain. Et donc, après, on aura besoin de former plein de gens très pointus sur la stop motion. Ok, eh ben, écoute, on va voir tout ça. Marjolaine, si tu veux bien, à ton tour, nous dire comment tu es arrivée à la stop motion. Parcours différent, je crois, de mémoire. Oui, alors en fait moi j'ai fait des études scientifiques, ça n'avait rien à voir jusqu'au bac. Et par contre, parallèlement, je dessinais beaucoup, donc j'hésitais, je savais que j'avais les métiers d'art m'attiraient, mais voilà, ma mère m'a poussé à faire quelque chose de plus scientifique.
Mais après le bac scientifique, du coup, j'ai eu la chance de faire un stage à Folle Image. Donc, je ne sais plus en quelle année c'était, mais voilà, il y a 25 ans, non? C'est ça. Et à l'époque, j'ai été pris 6 mois donc en stage en CES à l'époque à Folle Image. J'ai pu regarder un peu tous les postes, que ce soit de la gouache, l'animation volume. Il y avait un tournage, c'était les grands verres de Tebaldo. Il y avait une animatrice. Et donc, je prenais les images de cette animatrice et je découvrais en fait stop motion. Et j'ai trouvé ça génial. Enfin, ça m'a fasciné. L'univers magique m'a complètement fasciné. Et j'étais là que à prendre les images de Sandra. Et je me disais, ah, c'est génial, c'est technique. Enfin, voilà. Et donc, au bout de 6 mois, en fait, je me suis dit qu'il fallait que je fasse une école d'art, quel que soit, enfin voilà, où il y avait un peu de stop motion. Et du coup, j'ai fait une école où il y avait Laurent Pouvarel, qui est maintenant le directeur de Colombia, qui intervenait pour faire un petit peu montrer un peu ce que c'était la stop motion. Mais en fait, j'ai fait 3 ans à l'école, donc ça m'a chuté l'œil et tout ça, mais j'avais qu'une seule envie, c'est revenir à la stop motion, parce que j'avais découvert ça à Collimage et ça me plaisait vraiment. Et à la fin de mes 3 ans à l'école, j'ai eu la chance qu'il y ait eu un tournage avec Pascal Lenôtre sur mon âne et qui m'a récupéré. Il m'a dit, écoute, voilà, c'était chouette ce que tu avais fait, parce qu'il m'avait laissé une caméra une semaine à la fin de mon stage de 6 mois et je m'étais bien amusée. Il m'a dit, écoute, c'est chouette, c'était pour le temps. Et après l'école, gros coup de bol, ils commencent des séries en anime, donc ils m'ont dit, si tu veux, il y a un poste d'animateur, on va créer une équipe. Donc viens tester, viens t'entraîner, enfin viens bosser pour nous, quoi. Et du coup, en fait, j'ai appris sur le tas, comme ça, pendant toutes les années de Folle Image, pendant 10-15 ans, sur toutes les séries qu'ils ont faites. Donc il y a eu mon âne, après il y a eu Hôpital Top, et ça m'a permis vraiment de faire mes premiers pas dans l'animation, d'apprendre. En fait, j'ai appris sur le tas, comme la plupart des gens qui bossaient à l'époque à Folle Image. Voilà. Mais est-ce que, alors la question, je pense, est valable pour tous les deux, vous allez me dire, ce serait encore possible aujourd'hui, ça? Ou on recruterait plus du tout quelqu'un qui a jamais fait d'animation, enfin... Ça peut être... Disons que... Est-ce qu'on a le temps et est-ce qu'on a... Enfin, est-ce qu'on a le temps de former vraiment les gens sur le tas? Est-ce que les contraintes économiques, du temps de fabrication, de livraison, permettent encore ce genre de choses, en fait? C'est un peu ça la question qu'on se pose sous la question générique de cette table ronde, quoi. Sur des séries télé, ouais. on peut se permettre d'embaucher des jeunes, enfin des gens qui n'ont pas trop d'expérience, comme c'est encore le cas des fois à Toulouse sur les Kiwis ou à Rennes, des gens Isabelle Duval, ouais. Donc on peut se permettre de les embaucher si on sent qu'il y a un potentiel et qu'ils ont envie, qu'ils ont la motivation, parce que sur les séries télé, il y a une qualité qui est demandée qui est moindre que sur des longs métrages ou sur certains courts métrages. Donc les séries télé, c'est vraiment le laboratoire, on va dire, où les gens peuvent se former en fait. Même s'il faut qu'ils envoient, il y a beaucoup de secondes demandées par jour, des fois c'est 10-15 secondes par jour, mais n'empêche qu'on ne demande pas une qualité énorme et il faut qu'on tourne. Donc des gens qui sont débrouillards et qui ont fait un peu d'anime ou qui ont quand même un bon showreel qui montre qu'ils sont doués, ils peuvent commencer par une série, même s'ils n'ont pas beaucoup d'expérience. Si le studio où ils demandent ont besoin d'animateurs, voilà, on peut se permettre de prendre des gens qui n'ont pas 20 ans d'expérience. La série permet ça, ouais, et de faire ses armes là-dessus. Ouais. Et pour Interdit aux chiens aux Italiens, vous aviez un parti pris tous les deux qui était de faire travailler des gens des artistes qui sont dans la région. Oui, on vous entend pas très bien parfois, mais... Ah pardon, là tu m'entends mieux ou pas? Faut que je parle plus fort ou... Ok, pardon. Donc, est-ce que vous avez eu le parti pris pour l'équipe, pour composer l'équipe sur Interdit aux chiens aux Italiens, c'était de privilégier les artistes qui vivent dans la région? Voilà, parce qu'en fait, justement, dans le même cas que moi, il y a d'autres animateurs qui bossent depuis 20 ans à Folle Image, 10 ans, 15 ans, et qui sont du coin et du coup qui ont une expérience de la télé. Donc on a voulu laisser la chance à ces personnes-là et qui avaient travaillé sur le long métrage d'avant, La Tour, de nouveau de faire leurs preuves, puis d'avoir du travail, enfin voilà, d'intégrer cette équipe qui était complétée par deux postes d'animateurs internationaux, puisque c'est une coproduction belge et suisse sur Interdit aux chiens. Et donc on avait aussi en parallèle de notre équipe locale des grosses pointures
qui ont beaucoup plus d'expérience, qui pouvaient partager leur expérience justement. Dont voilà. Il y avait Kim Keukler, c'est ça? Comment? Je dis il y avait Kim Keukler qui travaillait sur les films de Wes Anderson notamment, c'est ça? C'est Kim Keukler avec qui j'ai beaucoup bossé à l'international. Oui. Elie aussi en animateur suisse qui a roulé sa bosse et qu'on pouvait lui faire confiance. Enfin, voilà. Donc on a mélangé les gens du coin qui avaient moins d'expérience et voilà, on a pu mélanger une équipe un peu mixte comme ça. Voilà. D'accord. Tu veux rajouter un mot, Ilan, là-dessus, sur cette constitution d'équipe Ouais, et puis rebondir sur ta question première. Aujourd'hui, l'économie fait que il est très difficile de donner du temps. Donner du temps comme Pascal Lenôtre, cofondateur de Folimage et fondateur de Foliescope, a pu le donner en son temps. On a de plus en plus de pression financière, temporelle, plus Covid, enfin bref. Oui. Et c'est très compliqué finalement de donner sa chance à des jeunes. On continue à le faire. Il faut les encadrer, il faut les accompagner. Et il y a aussi autre chose, c'est qu'aujourd'hui, on a énormément de talents qui ont été formés dans des écoles, mais qui ont aussi roulé leur bosse, même des tout jeunes qui, on l'a expérimenté sur Interdit aux chiens, une toute jeune fille qui est sortie d'école et qui allait faire ses armes en Grande-Bretagne, et qui est revenue et est talentueuse parce qu'elle a été mise dans le bain d'une grande production. Et à la différence de ce qu'on a pu connaître par le passé, c'est qu'aujourd'hui, les longs métrages type La Tour qui a été faite, le film a été fait chez nous, chez Foliascope. Il y avait une partie, pardon, en 2D. Stop motion, mais une partie en 2D aussi, oui. Tout à fait. Et au fur et à mesure, les longs métrages, ça demande une technicité, ça demande un quota. On parle des quotas en série, mais les quotas en long métrage, ça existe aussi, mais avec une qualité aussi qui soit au niveau des réalisateurs. Donc, c'est très complexe. Et puis, pour finir, la composition des équipes entre des équipes locales, des équipes internationales, elle se fait vis-à-vis d'une qualité attendue et surtout de financement. Aujourd'hui, les longs métrages sont cofinancés par plusieurs pays, des coproductions, et donc il y a énormément d'efforts à faire pour que chacun trouve sa place. C'est des échanges, c'est des bonnes pratiques. La stop motion est une toute petite famille de l'animation. L'animation, c'est une famille, mais alors la stop motion, c'est la réunion des cousins germains. C'est ça, pardon. Beaucoup de choses, que ce soit technique, matériel, humain, et puis amicalement, voilà, on est vraiment soudés. En discutant avec Kim l'autre jour, justement, elle me disait qu'elle voyait, elle, à peu près 150 personnes dans le monde avec un niveau pour voilà, superviser pour travailler sur des longs métrages d'animation en volume. Moi, ça m'a surprise parce que je trouvais que c'était vraiment un petit nombre. C'était aussi ce qui nous a amené à nous poser la question, est-ce qu'il faut former d'autres gens encore plus qualifiés ou en formation initiale, ou est-ce qu'il faut justement permettre à des gens qui ont déjà cette pratique, sur de la série par exemple, de s'améliorer et de pouvoir donc progresser et arriver à des niveaux supérieurs. Alors, justement, Roland, cette formation Start Motion, elle est destinée non pas à des étudiants qui sont en formation initiale, mais à des gens qui ont envie, alors soit peut-être de progresser, mais vous allez nous dire quels sont les profils des gens que vous avez eus sur la première session. Donc, soit de se former soit de découvrir, soit de progresser, parce que ce sont des gens déjà qui ont travaillé sur l'animation stop motion. Oui, tout à fait. L'idée générale de cette formation, c'est d'une part, c'est un partenariat entre 3 partenaires, un partenaire territorial qui est la région Bretagne, l'association professionnelle Film en Bretagne, des professionnels du cinéma, parce qu'évidemment vous assistez Gisement Lundi et JPL qui sont situés à Rennes, deux importants producteurs d'animation de volume. Oui. Et puis donc l'ESA, l'école européenne supérieure de Bretagne, donc bref, la réunion des 4 écoles de Beaux-Arts de Bretagne. Oui. Donc ça c'est important, et c'est vrai qu'on s'est réunis sur ce projet vraiment avec l'idée commune qui était
de former des techniciens polyvalents de l'animation volume, c'est-à-dire des gens qui venaient de plusieurs horizons, qui avaient sans doute eu un premier contact avec en stage ou travailler sur une première production d'animation volume, ou la marionnette, ou différents horizons comme ça professionnels, mais qui ont un lien avec l'animation volume, et qui voulaient vraiment avoir une formation sur l'ensemble de la chaîne de fabrication d'un film en animation volume. Donc ça, c'était l'objectif qu'on avait avec les producteurs, bretons en l'occurrence, qui voulaient, du fait des nécessités économiques évidemment, mais pas que, avoir des gens qui soient vraiment polyvalents sur les tournages, et notamment par rapport à l'arrivée de la série en animation volume. C'était un peu, ils étaient là sur Dimitri. Là, oui, la saison 2, oui, j'imagine. Donc voilà, l'idée générale, c'était bien la formation continue, parce qu'il fallait qu'on soit réactif, aussi un partenariat continu entre le territoire qui affirme son amour pour la stop motion, un peu comme tout le monde autour de la table là, et puis les producteurs et l'école des beaux-arts aussi, parce qu'en fait, je dirais les artistes comme je pense à Bruno Collet par exemple, qui a fait Mémorable, qui a fait les Oscars l'année dernière, sont des gens qui ont été formés au départ à l'école des beaux-arts de Rennes et qui sont rentrés comme ça dans l'animation de volume par la suite. Donc il y a une histoire de relation entre la production d'animation volume en Bretagne et les écoles des beaux-arts. Donc on a un peu reconstitué ça pour mettre en place cette première édition de la formation Start Motion. Alors ça, c'était en quelle année 2000. Eh oui, 2020. 2020. Ouais. Là, on est en 2020, mais c'était la première. Non, donc 2019. C'est ça, 2019. Non, il n'y a pas de souci. Le temps a changé depuis cette crise sanitaire. On est confiné partout. Oui, c'est ça. 2019. Ouais. Okay. En fait, le confinement a effacé les années. C'est ça. En tout cas, c'était en 2019. Ouais, la première promotion, en tout cas, le premier groupe de stagiaires est sorti. 10 personnes 10 personnes. Donc, on a calibré le nombre de stagiaires par rapport aux besoins estimés des producteurs. C'est de la formation professionnelle, donc c'est très rationnel. Voilà. Okay. Alors, c'est vrai que nous, École des Beaux-Arts, c'est très nouveau la formation professionnelle pour nous. Et donc là, c'est vraiment important qu'on soit partenaire d'une association professionnelle et d'un territoire pour la mener. Donc c'est une formation longue, professionnelle longue. 9 mois, c'est ça, oui. Ouais, donc c'est très long. On voulait vraiment que ce soit l'ensemble du processus. On voulait aussi avoir 3 approches. Je dirais une approche, on va dire académique, avec vraiment des cours d'initiation technique et d'approfondissement technique sur l'ensemble des phases de production d'animation. Une phase où finalement avec les partenaires, pas seulement les Bretons mais d'autres, on les envoie en stage, je dirais mettre en pratique sur les tournages en stop motion les apprentissages, je dirais un peu théoriques ou plutôt désincarnés qu'ils ont eu sur place. Et puis une 3e phase où ils sont, je dirais, en résidence. Donc ici, on a installé 4 studios assez confortables. Donc ils sont en résidence de travail pour produire des petites capsules d'annonces pour des festivals d'animation. Donc c'était vraiment les 3 phases. Et à chaque fois, ils sont accompagnés différemment par des tuteurs. Voilà, c'est aussi une formation qu'on a pensée avec un groupe d'experts. Donc je vais les citer parce que c'est très important. Donc Gilles Coirier, je crois, là, Armelle Glorenec, donc productrice, Gilles Coirier animateur, Denis Valgenjitz, producteur, voilà, et Xavier Cahouette-Port, dont on a parlé tout à l'heure, qui nous ont vraiment aidé à construire le rythme de la formation, les intervenants, les différentes étapes. C'est un travail, je dirais, assez intensif, avec à peu près 6 mois de préparation, 9 mois de formation, et puis là on est vraiment dans l'après. Je ne sais pas si j'enchaîne tout de suite. Si, je me posais donc une question, c'était de savoir donc, que sont devenus ces 9 apprenants. Est-ce qu'ils ont trouvé du travail? Alors c'est 9 mois et 10 apprenants. Ah pardon, 10 apprenants. Oui, ouais, c'est pas très grave. Le temps se mélange, mais les chiffres aussi manifestement avec le Covid. C'est ça. Et bien, alors ils travaillent. Okay. Donc certains, alors c'est assez variable. Alors par exemple, il y en a une qui est là sur le programme en sortant de l'école, oui. Que vous connaissez.
Il y en a d'autres qui sont sur des tournages. Je ne sais pas s'il y en a sur les chiens et les Italiens, peut-être c'est possible. Est-ce qu'il y en a sur votre plateau, Marjo? On a eu un avec qui on travaille sur son court-métrage. Ah oui, oui, voilà. Donc, parce qu'il y a des profils aussi différents. Il y avait, bien que ce soit une formation très orientée technique, on a eu aussi, on va dire, des profils auteurs, on va dire ça comme ça, qui venaient là pour confirmer des compétences techniques et plutôt avec l'objectif de produire leur propre film par la suite, plutôt que d'intégrer des productions. D'accord. Voilà. Okay. Mais on était clair sur nos objectifs, par contre. C'était bien une formation technique et pas une formation d'auteur. En fait, on a limité tout ce qui était de l'ordre de l'auteur, c'est-à-dire toutes les phases d'écriture. Ok. Pas parce qu'on n'aime pas les auteurs, au contraire. Non, on ne le prenait pas comme ça. C'est de la formation. Oui, c'est ça. Moi, quand je vous avais vu, c'était présenter cette formation, c'était lors du festival du film d'animation, Festival national du film d'animation, donc à Rennes. Vous aviez donc sorti cette première promo et vous laissiez le temps d'une année de réflexion pour peut-être la recalibrer, voilà. Donc vous en êtes où? Est-ce qu'il y a une deuxième promo qui est en route? Pas encore. Et pour quelles raisons? Oui, alors, donc il n'y a pas de deuxième promo en route. Hein. D'accord. Voilà, les raisons, elles sont assez simples. D'une part, on s'était donné vraiment cette année de jachère pour faire en tout cas de réflexion, pour faire le bilan de la première session. Et puis aussi, on avait dès le départ la volonté de donner une dimension européenne à cette formation. Donc ça a été le cas d'ailleurs pour les stages des apprenants qui ont vraiment été au niveau européen. Donc ça, c'était la première chose, c'était donner vraiment une ampleur européenne, avec des cours de langue, par exemple, voilà, en systématisant les intervenants européens, non francophones, donc. Et puis aussi s'appuyer sur des partenaires de formation. Donc ça, c'était ça, et puis évaluer, et puis redéfinir le besoin professionnel en technicien polyvalent sur l'animation volume. Voilà, est arrivé là-dessus le coronavirus. Voilà, donc on avait prévu la deuxième session là pour 21. Oui, c'est ça. Maintenant. Donc ça a été totalement remis en cause par la pandémie, bien sûr. Voilà, parce que rassembler des gens qui viennent des quatre coins de l'Europe à un seul endroit pendant plusieurs heures, enfin voilà, c'est juste inimaginable actuellement. Voilà, donc c'est unique. Pardon, c'est uniquement la crise sanitaire qui a fait que vous êtes obligé de reporter. Sinon, vous aviez des candidatures? Les candidatures avaient été lancées? Oui, on n'a pas lancé l'appel à la candidature, mais on gardait le contact avec les gens qui nous contactaient par le site web. On a un Facebook assez actif, etc. Et l'idée générale de Start Motion, avec, outre ce jeu de mots éminemment subtil. Si. Je vous prie, excusez. Bref, maintenant on a même des gens qui viennent apprendre la Start Motion. Ah, vous voyez, voilà. C'est un peu compliqué. C'est ça. Bref, mais donc c'était aussi de vraiment, sans prétention, mais c'est vrai que c'est une petite famille, c'est des cousins, etc., mais d'avoir aussi un rôle, en tout cas, de venir appuyer tout ce milieu-là depuis notre possibilité d'organiser des formations avec une certaine rapidité, avec des moyens aussi, parce qu'on a des installations qui le permettent. C'est aussi pour ça que ça s'est passé dans une école d'art, parce qu'on a une menuiserie, des ateliers métal, la peinture, etc. Enfin, tout est là. Ils ne sont pas servis de la forge sur la première, mais pourquoi pas pour la prochaine fois. C'est lourd. Anne-Lise, là, ça l'a fait rêver, ça, la forge. Mais bon, c'est en tout cas de venir en appui là, évidemment sur des formations techniques, mais aussi sur des formations, je dirais, au-delà, c'est-à-dire la valorisation des compétences, la transmission, etc. Donc d'essayer de donner une petite aide d'organisation au milieu de la stop motion,
et de venir appuyer ça avec Film en Bretagne, mais pas que, d'autres partenaires, comme Cyclic par exemple, il y a des gens avec qui on a travaillé sur la première version, et venir là en appui de cette industrie pour l'aider à prendre de l'ampleur sur le territoire européen. D'accord. Donc, possiblement en 2000... Alors peut-être 2022, en tout cas sur nos rythmes. Sur 2021, on va faire des formes courtes pour maintenir l'activité. Donc des petites formations, valorisation compétences, avec Film en Bretagne toujours. Hein, oui. Et puis une formation d'une dizaine de jours en production. Voilà, c'est vraiment très léger par rapport à l'objectif de Stop Motion, mais il y a toujours un besoin. Après, on parlait tout à l'heure, est-ce qu'il faut former des gens à Stop Motion? Moi, je dirais que tant que les gens ont l'appétit pour faire des films et un peu la folie, je dirais, comment on dit ça, l'opiniâtreté, je sais pas, enfin, en tout cas, le goût, les deux, l'amour suffisant pour avoir envie de faire des films en stop motion, il faut les aider, il faut accompagner ça. On ne peut pas, les auteurs, et ça, les écoles d'art sont là pour ça, les auteurs, c'est ce qui fait le goût, c'est pas le contraire. Voilà, sinon on fabrique de la purée en flocons, c'est facile à faire, c'est pas très bon, on peut manger ça tous les jours. Alors c'est vrai qu'en ce moment, il y a un certain nombre de projets stop motion, donc on va maintenant, il nous reste quelques minutes, donc on va laisser Ilan nous parler des deux projets qui sont en cours chez lui, s'il veut bien. En réfléchissant, en discutant un petit peu avec les uns et les autres, il y a un Pinocchio chez Guillermo del Toro qui serait en préparation, 2 projets chez Claude Barras, dont Sauvage qui est en cours de production, un nouveau film d'Henri Selick et puis un nouveau film aussi chez Adam Elliott, mais pour citer que cela, et 2 longs métrages chez Foliascope. Alors, mais qu'est-ce qui t'a pris là, 2 longs métrages en stop motion là en même temps Je sais pas. Clairement, c'est une histoire de rencontre comme tout film. Tout film est une aventure, c'est une rencontre avec des coproducteurs, avec des réalisateurs, avec des artistes techniciens, et puis c'est une avancée. Et puis avec mon associé Nicolas Flory, quand on a repris la société de Pascal Lenôtre, on ne partait pas de rien. Pascal Lenôtre, c'est l'un des plus grands faiseurs de stop motion avec Patrick, avec Jacques-Rémy Girard au sein de Folimage. Ils ont structuré un petit peu cette spécificité française. Puis voilà, on a eu JPL, on a eu Vivement Lundi, mais c'est vrai qu'il y a un vrai terreau de la stop motion en France. On est quand même bien cartographié sur l'échelle mondiale. Maintenant, des longs métrages stop motion, il y en a eu très peu en France. On peut citer Ma vie de courgette, on peut citer Wardy, que nous avons entièrement réalisé ici à Valence. Et puis là, on a la chance d'avoir Interdit aux chiens aux Italiens. Donc, une grosse production avec nos amis suisses de Nadasdi, nos grands copains de Bretagne, Vivement Lundi, avec l'Italie, producteur délégué qui est en PACA et en Auvergne-Rhône-Alpes. Bref, c'est une grande famille qui se réunit. Et puis on a la chance d'avoir ce personnage. The Inventor. L'inventeur. En temps de Covid, c'est inespéré. C'est une conjonction d'espoir, de rencontres, Voilà, on présente en mars dernier avec Jim Capobianco qui a quand même écrit Ratatouille et qui est un vétéran de chez Disney Pixar. Il a travaillé sur Le Roi Lion, sur toutes les grandes productions de Disney Pixar, Mary Poppins 2, etc. Enfin, il a un CV long comme le bras. C'est un type formidable que j'ai rencontré pour la première fois en mars dernier, quand on a présenté ce projet à Cartoon Movie. Et en l'espace de 3 mois, on a financé le film, on a trouvé comment le faire en pleine pandémie Covid mondiale. Là, on n'attend qu'une chose, c'est que Jim, Kat Alyoshin, qui était sur des grandes productions de Tim Burton, qui a une expérience folle, nous rejoignent avec une équipe. Et là, j'en reviens à la formation et au débat. Comment accompagner des longs métrages de cette qualité qui sont faits avec des budgets quand même restreints, mais
voilà, avec une ambition artistique et de rythme pour un public familial. On a la chance d'avoir MK2 derrière nous. Enfin, c'est une grosse machine, il faut être à la hauteur. Et malheureusement, la petite famille de la stop motion des 150, c'est les 150 personnes qui peuvent être à ce niveau. D'animateur. D'animateur, absolument. Oui, d'animateur, pardon, j'aurais dû le préciser. D'animateur. Nous, on va avoir besoin de 8 animateurs sur un an, plus des assistants qui vont être souvent des jeunes ou moins jeunes, mais qui vont progresser avec nous. Donc ça, c'est très chouette. Mais voilà, c'est très compliqué aujourd'hui de former des personnes, alors que aujourd'hui, c'est les salles de cinéma qui sont désertées. C'est l'exploitation et la diffusion qui en pâtit en premier. Mais déjà maintenant, c'est nous, producteurs, c'est nos films, les projets que l'on a, qui en pâtissent. Surtout quand on est des petits studios, puisque la stop motion, nos productions 2D, elles sont complexes. On n'est pas de grands studios qui fabriquent du CGI à l'international avec un compte automatique rempli. Donc c'est très, très, très compliqué. Et là, on a cette chance incroyable, on va essayer de la tenir jusqu'au bout. Voilà. Bon, c'est super. Anne-Lise, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce que tu as vu ou Oui, je voulais rajouter, compléter, parce que j'ai parlé tout à l'heure de cette première année de formation en stop motion qu'on fait avec nos deuxième années à l'MK. Mais en fait, il faut savoir que donc c'est 2 semaines en deuxième année. Mais après, en 3 semaines, en fait, les étudiants ont une formation de 6 semaines à la stop motion. Et en 4e et 5e année, ils vont pouvoir faire leur film, décider eux-mêmes de faire leur film de fin d'année en stop motion si leur projet, s'ils le veulent. Et donc, au fil du cursus, ils vont être accompagnés par des intervenants différents en stop-mo qui vont chacun leur montrer des facettes différentes du métier. C'est vraiment cette ouverture à laquelle tient l'école et qui me paraît intéressante et qui, en vous écoutant, ça me le confirme, parce qu'il y a vraiment une multiplicité de façons d'aborder ce métier, d'être technicien très pointu, de devenir un technicien très pointu en animation, de plutôt être auteur et vouloir utiliser une façon avant-gardiste de faire de la stop motion. Il y a, tout est possible. Tout est possible. L'important, c'est que les étudiants aient la possibilité de voir ça et d'aborder ça et de eux-mêmes voir qu'ils ont envie de se diriger. Comme Marjorie qui a... Marjolaine, Marjolaine, pardon. Non, t'inquiète pas. a eu cette expérience formidable à Folle Image pour s'apercevoir que c'était ça. Donc il faut avoir cette... avoir la possibilité cette possibilité d'être non seulement de faire une visite, mais de pouvoir mettre les mains à la pâte, mettre les mains dans le cambouis, vraiment comprendre de l'intérieur effectivement comment ça se passe, quels sont les enjeux, quelles sont les différentes techniques. Et après, on va se former, se perfectionner. Et pour continuer à faire des films et des courts-métrages et des séries aussi singulières qu'on peut les faire en stop motion. Merci encore à tous les 4. Alors, ne nous quittez pas, vous restez avec nous, parce qu'on maintenant, si vous avez des questions, nos 4 invités sont là encore pour y répondre, bien sûr. Donc, à vos questions et tout de suite pour les réponses. Merci encore, merci beaucoup. Eh bien, nous revoilà, alors quelques jours plus tard, mais en vrai, cette fois-ci live, voilà. Merci donc à Roland, qui est à nouveau avec nous, donc je rappelle, directeur des Beaux-Arts de Lorient, depuis Lorient, j'imagine. Anne-Lise Keller, qui est toujours en Charente, alors que nous, on est à nouveau éparpillés.
voilà, qui est auteure, réalisatrice et qui est en charge de l'option stop motion à l'MK. Ilan, le président de Foliascope, depuis la Drôme, avec Marjolaine Parot aussi, animatrice spécialisée dans la stop motion. Donc voilà, merci d'être à nouveau avec nous pour répondre à quelques questions ou apporter des précisions par rapport à ce qu'on s'est dit sur le plateau d'Angoulême il y a quelques jours. Peut-être qu'on peut commencer par une très très bonne nouvelle, parce qu'on a vu passer l'autre jour, Ilan, l'info d'un début de production, ça y est, pour The Inventor, le film qu'on avait évoqué un peu tout à l'heure, mais on va te laisser en parler davantage. Donc, très bonne nouvelle. Oui, merci Véronique, puis merci à tout le monde de nous avoir invités. C'est une très très bonne nouvelle pour la stop motion européenne et française particulièrement, puisque c'est la première fois qu'un film en stop motion décroche un des grâles du financement du CNC, qui est le crédit d'impôt international. En fait, nous serons producteurs exécutifs de ce film. Et le dispositif qu'a mis en place le CNC et Film France nous permet d'être compétitifs financièrement vis-à-vis d'autres pays. Et c'est comme ça que nous avons réussi à convaincre nos partenaires américains, et en particulier Jim Capobianco, à qui l'on doit Ratatouille, qui a travaillé sur Mary Poppins 2, etc. Et on est ravis parce que depuis plusieurs semaines maintenant, voilà, on a une équipe formidable qui travaille avec des micros et des casques toute la journée, avec des Skype à distance avec San Francisco, Los Angeles, l'Irlande, le Luxembourg, la Belgique. Et non, c'est une très très bonne nouvelle pour la stop motion française. Bon, félicitations, bravo. Les choses ont commencé. Il y a un plateau. De toute façon, vous nous aviez montré des choses déjà. Vous avez commencé à fabriquer, à tourner. On commence la phase design. Voilà, donc ceci est un des personnages qui a été modelé, qui s'appelle Zorro Nastro, qui est l'un des compagnons de Léonard de Vinci, puisque ce film va traiter de Léonard de Vinci. Les plateaux seront installés dans quelques mois. Il faut le temps de fabriquer tous ces personnages. On a plus de 80 personnages, donc ça va être un long chemin. C'est énorme. Très longue distribution, très beau casting. Oui, un casting international pour attirer des financeurs. Il nous faut un casting avec Stephen Fry, Daisy Ridley, Marion Cotillard pour la version anglaise, mais aussi pour la version française, Marion Cotillard, et puis d'autres noms qui vont être annoncés bientôt par MK2, notre vendeur international. Super, super. Bravo. Patrick, tu voulais poser une question. Oui, pour rebondir sur les propos qui ont été échangés lors de la table ronde qui vient d'être diffusée, est-ce qu'une production de ce type-là, c'est-à-dire américano-européenne, on va dire ça comme ça, elle implique une exigence, et j'en reviens à la problématique qui a animé vos débats, celle notamment des animateurs, du niveau des animateurs. Est-ce que là, le partenaire américain, il impose encore une exigence supérieure à ce que vous avez pu connaître dans les films que vous avez engagés jusqu'à présent? Alors, c'est pas une exigence artistique, puisque la notoriété des animateurs européens, elle est mondiale en fait. La majorité des équipes viennent de Grande-Bretagne, de France, de Suisse, de Belgique, d'Espagne, et ils sont habitués à traverser l'Atlantique pour aller travailler sur le Wood Guillermo del Toro par exemple, ou à l'échelle. Par contre, c'est une vraie exigence de quotas, c'est une vraie exigence de calendrier à tenir. Et donc, c'est vrai que ça complexifie les jeunes animateurs qui débutent. Alors, on leur fera une place, mais c'est vrai que voilà, on a une exigence de résultats à très court terme, puisque le film doit se faire vite. Vite, toujours vite. Vous avez lancé il y a eu un Kickstarter sur ce film, c'est ça? Je dis pas de bêtises? Oui, alors on a eu la chance d'avoir une communauté américaine qui suit ces auteurs de talent, avec un casting aussi qui aide beaucoup. Je dirais pas que parce que sur d'autres projets on s'interroge sur Kickstarter, mais là on bénéficie de toute la diaspora de l'animation américaine,
basé surtout sur la côte californienne. Et c'est vrai qu'avoir Jim Capobianco, ça amène des amis de 30 ans qui ont travaillé chez Pixar, chez Disney, etc. Donc c'est beaucoup plus simple de financer un film en Amérique. Mais on a eu aussi de très très bonnes surprises, comme un avocat d'affaires new-yorkais qui a décidé d'investir dans le film, dans Kickstarter, mais après dans le film aussi, parce qu'il aimait juste le film, Léonard de Vinci, les œuvres de Léonard de Vinci. Donc c'est un autre modèle économique. Non, écoute, en tout cas, tant mieux si ça profite à une nouvelle belle œuvre. L'AFDAS a lancé donc un appel d'offres sur les formations collectives des intermittents du spectacle. Et dans cet appel d'offres, il y a plusieurs lots qui concernent l'animation et notamment l'animation en stop motion. Qu'est-ce que vous pensez les uns et les autres de ce type d'initiative en fait qui est lancée pour de la formation continue et professionnelle, qui se rapproche de start motion en fait, Roland. C'est complémentaire, c'est. Oui, je pense que tout est complémentaire. En tout cas, nous on a vu la pertinence d'une formation professionnelle dans le domaine de l'animation volume. Je pense que c'est encore pertinent. Donc voilà. Je sais pas quoi dire. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles non, pardon. Est-ce que c'est un appel d'offres sur lequel, par exemple, vous auriez pu vous lancer si vous n'aviez pas Start Motion, par exemple? Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, je pense que ce qu'on a voulu faire avec Start Motion et ce qu'on continue à approcher, c'est d'avoir une forme souple et adaptable. Et donc, l'essentiel pour nous, c'est de continuer à exister avec ce nom comme quelque chose qui fait de la formation dans le domaine de l'animation volume et de la formation de très haut niveau. Et donc, voilà, avec les partenaires qu'on a eu pour construire Start Motion, que ce soit les formateurs, les producteurs, et puis les partenaires institutionnels comme l'association des professionnels du film en Bretagne et la région, on va peut-être candidater à cet appel d'offres. Voilà, très bien. Une nouvelle. Et puis aussi une question un peu à la cantonade. Qu'est-ce que vous pensez d'éventuelles alliances, comme il peut en exister à l'international, entre écoles et studios pour faire de la formation continue? Est-ce que ce sont des choses qui sont envisagées d'un côté, de l'autre? Est-ce que on pense notamment à l'Artman Academy, etc. Est-ce que vous pensez aussi que ça peut être une bonne manière de se former un peu des gens finalement sur mesure pour des productions? Ilan, est-ce que ça serait quelque chose que tu serais en mesure de tenter? Il y a énormément de bouleversements dans la formation continue et accessible aux entreprises avec les cartes sont rebattues et en particulier pour donner aux entreprises le choix de créer des universités d'entreprise. Bon, personnellement, je trouve ça un peu facétieux d'employer des gens et de dire qu'ils sont en formation ou de ne pas employer des gens et de dire qu'ils sont en formation en travaillant. Pour moi, la formation, elle doit être multiple. Elle doit apporter du contenu artistique. Elle doit apporter et on a la chance, par exemple, d'avoir une excellente formation qui est la Poudrière. Pardon, on t'a perdu un petit moment, pardon. Donc, si tu peux juste redire ce que tu étais en train de dire. Donc, je disais que les formations, en fait, destinées les changements de formation destinés aux entreprises, pour moi, me convainquent moyennement. Je préfère faire confiance aux écoles et en particulier aux excellentes écoles qu'on a, par exemple, à Valence avec la Poudrière, et qui nécessite toujours des moyens publics. Et je trouve ça dommage que l'on flèche ces moyens publics ou collectifs directement vers des entreprises plutôt que vers des institutions de type école et formation. Voilà. Annelise, est-ce que tu
tu trouves que ce serait une bonne idée, par exemple, avec l'MK et la formation que tu chapeautes, de faire un partenariat, par exemple, avec un studio? Alors, je ne sais pas du tout si c'est quelque chose d'envisageable dans le cadre de l'MK. En tout cas, ce que je pense, c'est que c'est bien que les gens puissent se former. Je réponds peut-être à la question de tout à l'heure, plus là. Vas-y. Vas-y. Comme avec Stop Motion. Je trouve ça très bien qu'il y a beaucoup de professionnels qui n'ont pas croisé la Stop Motion dans leur parcours. Et c'est toujours compliqué le jour où on a envie d'en faire, de s'entendre dire « Ah, mais est-ce que tu en as déjà fait ?» Et donc, voilà, pour répondre à cette question, tout ce qui permet après, je suis d'accord qu'il faut que ce soit correct, que ce ne soit pas un travail qui se fasse passer pour du stage, ou faut que ce soit bien encadré, mais c'est super dès qu'on peut se former professionnellement. On fait quand même une carrière de saltimbanque dans ce métier. C'est rare qu'on fasse qu'une seule chose dans une carrière d'intermittent dans l'animation, qu'on fasse qu'un seul boulot. Donc c'est super d'avoir des passerelles comme ça. Plein de possibilités. Patrick, je t'en prie. Oui, je vais relayer une question qui arrive sur le chat là, des sœurs Ponce. Elles disent « Bonjour, est-il possible d'apprendre les merveilles du stop motion ?» Déjà, si tu ça très, très haut, c'est super. Sur le tas, sur les étapes de production que sont les décors, la fabrication des accessoires, des marionnettes, des décors. C'est vrai qu'on s'est beaucoup axé sur le métier d'animateur, mais il y a beaucoup de métiers dans la stop motion et on a peu parlé de cela. Est-ce que sur ces métiers-là, c'est plus facile d'apprendre sur le tas qu'en animation, ou on se retrouve face aux mêmes problématiques? Je pense que c'est, si je peux commencer, parce que moi j'ai une vision un peu plus artisanale du métier, et même sur un travail très artisanal, c'est compliqué. Il y a des postes, moi sur mon projet, j'ai engagé des gens qui n'avaient pas fait de stop motion, mais voilà, dans le travail qu'ils m'ont montré, ils avaient des qualités qui étaient vraiment exceptionnelles, qui permettaient d'être efficaces sur le projet. Quand on embauche quelqu'un, il faut qu'il soit efficace tout de suite. Donc, ça limite quand même beaucoup la prise de risque qu'on peut prendre sur quelqu'un qui, même s'il est très motivé et même s'il a beaucoup de compétences, où on sent que ça pourrait marcher. Mais il y a quand même ce problème de faut que le premier jour ça puisse marcher. Donc voilà, c'est difficile même sur un projet artisanal de coller. Et après, quand on va sur une grosse production, alors là, je pense qu'il y a encore plus de, j'imagine. Mais là, je laisserai les autres répondre. Marjolaine, Ouais. Effectivement, moi personnellement, donc dans ma carrière, j'ai fait que de l'animation stop motion en tant qu'animatrice. Du coup, je suis pas passée par les décors ou quoi que ce soit. Donc, ce que je sais dans le recrutement, quand on cherche des animateurs, il faut qu'effectivement ils soient opérationnels tout de suite. Donc, en série, comme on disait la dernière fois, sur des séries télé où on demande pas une qualité exceptionnelle et on peut faire tester des gens qui sont des animateurs qui ont déjà pratiqué l'animation mais qui n'ont pas encore fait vraiment, qui n'ont pas fait de long métrage ou quoi, c'est pas très problématique. En une semaine, on peut voir s'ils atteignent les quotas et tout ça, on peut leur laisser une chance. Par contre, sur des longs métrages, c'est hors de question on peut pas prendre des gens qui n'ont pas le niveau, qui n'ont pas au moins plusieurs années d'expérience de série, voire avoir fait un long métrage ou deux avant, parce que justement, il y a tellement de choses qu'on apprend sur le tas en faisant. Que voilà, ça peut pas être donc ça peut être aussi dans une école, on peut prendre des gens qui sortent des écoles mais qui ont aussi une expérience à côté de pratique. Mais pour revenir aux questions qu'on abordait avant sur les écoles, est-ce que c'est nécessaire les formations donc d'un point de vue animatrice, juste animation, stop mo, je vois par exemple l'école d'Hardman
Apparemment, c'est une bonne école parce que les gens qui en sortent, on peut faire confiance dans le fait qu'ils aient une super technique. On n'a pas à leur réapprendre les bases. C'est des bons techniciens. Après, ils auront peut-être pas forcément l'expérience acquise tous les petits trucs qu'on apprend sur les plateaux en faisant. Le logiciel Dragon, toutes les petites subtilités, comment faire marcher, est-ce qu'on visse les personnages, est-ce qu'on les colle, tout ça, ça peut se voir qu'en faisant finalement dans plusieurs différentes productions. Mais par contre, c'est vrai que la base, c'est d'avoir des bonnes bases techniques, du rythme, de la vitesse, de tout ça propre à l'animation. Et ça, ça peut s'apprendre. On peut vraiment gagner du temps si on donne une formation à des gens sur quelques mois, je dirais, parce que ça s'acquiert peut-être pas en quelques semaines, mais ça dépend. Là, je parle à proprement parler de que l'animation, donc un peu pointu, voilà. Roland, ça c'est tous ces métiers des décors, enfin de la post-prod, la pré-prod, etc. Ça c'est vraiment quelque chose sur lequel vous mettez l'accent sur Start Motion. Oui, sur Start Motion. Enfin, l'accent était surtout sur je dirais toutes les techniques manuelles. C'est d'ailleurs une des faiblesses de la formation, ça a été vraiment sur la post-production, en fait. Déjà, l'appétit des stagiaires et des formateurs et des gens qui ont conçu la formation était vraiment plus sur tout ce qui était décor, personnages, accessoires, animation, tournage. Et c'est vrai que l'accent n'a pas été mis sur la post-production, parce qu'il y a aussi beaucoup de formations sur la post-production et tout ce qui est travail numérique. Ouais. C'était important pour nous qu'il y en ait, malgré tout, parce que l'objectif de la formation, c'était, on en parlait tout à l'heure, il y a cette question de chacun peut être doué pour le décor, la marionnette, des choses comme ça, mais par contre savoir s'intégrer dans une équipe qui fait un travail continu et donc faire de la marionnette en connaissant l'animation, du décor en connaissant l'éclairage et des choses comme ça, c'était un peu les enjeux qu'il y avait dans cette formation. Voilà, de pouvoir passer le travail au suivant oui, c'est ça. avec de savoir c'est ça. De savoir ce que son propre travail impliquait pour celui qui vient après, etc. Ouais. C'est ça. Je crois qu'on a fini avec les questions. Merci infiniment de vous être rendu disponible à nouveau pour y répondre. Plein de bonnes choses à vous dire. Ça vient ça c'est. On n'en a pas parlé là tout de suite, mais on en a parlé pendant la conférence. À très bientôt. Portez-vous bien. Et merci encore. Merci. Ciao. Au revoir.